Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une enquête criminelle. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui est retrouvé mort, abattu, à côté de leur lit. Mais qui a pu les tuer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sans plus attendre, vous sortez votre couette et c'est parti! L'histoire va commencer dans les années 80, lorsque Glenna Johnson et Marty Durham vont se rencontrer grâce à des amis en commun et vont sortir ensemble. Tout va bien se passer, puis un jour, comme toute histoire, elle va prendre fin et ils vont se séparer. Ils vont alors chacun de leur côté continuer leur vie. Glenna, qui a 17 ans, va rencontrer Bob Norma, un ami de la famille, et va se mettre en couple avec lui, va se marier avec lui et va fonder une famille avec lui. Quant à Marty, lui va rencontrer Christina Keller et va se marier avec elle en 1991 et va également fonder sa famille avec 3 enfants. Christina et Marty sont un couple normal, ils auront leur haut comme leur bas. Marty va décrocher un job dans un magasin de mobilier pour bureau et 10 jours après, la police va venir sonner à la porte et va changer leur vie à tout jamais. Marty, qui rentre du travail, va s'engager dans un carrefour quand un poids lourd grille un feu rouge à plus de 95 km/h. Le camion va littéralement rouler sur Marty, qui est dans une voiture citadine, dans une voiture normale. Marty va même se retrouver en mort clinique pendant plus de 5 minutes. Cet accident va être terrible pour Marty. Il va souffrir d'un traumatisme crânien, une lésion au lobe frontal, son pelvis va être fracturé, sa mâchoire cassée en deux, les intestins remontés, poumons performés, rate éclatée, des hématomes au niveau du cœur et encore beaucoup d'autres blessures. Marty va rester dans le coma durant plusieurs semaines. Et miraculeusement, il va se réveiller. Mais à son réveil, Marty ne sera plus jamais le même. Marty ne va pas se souvenir de tout. Par exemple, il ne se souvient pas de sa femme. Il va même demander à Scott, son cousin, et dans leur relation, c'est plus que son cousin, c'est comme son frère, ils sont très proches. Un jour, il va lui demander si Christina est vraiment sa femme. Il va mettre plus de 1 an et demi pour correctement marcher, parler, manger, réussir à faire des choses seul. En 1996, les séquelles seront toujours présentes dans sa vie et sur sa personnalité. En effet, la personnalité de Marty va littéralement changer. Ses proches vont remarquer qu'il a des accès de colère, qu'il n'a plus de filtre, qu'il va devenir plus sombre. Christina va même dire qu'il n'est plus l'homme qu'elle a épousé. C'est ainsi que les deux vont divorcer. En 2001, grâce à l'argent de l'indemnisation due à son accident, il va réussir à s'acheter une grande maison au Michigan et à déménager avec ses 2 enfants et son perroquet. Alors qu'il est de retour au Michigan, il va rencontrer Glenna et leur amour de jeunesse va renaître. Glenna, qui est en plein divorce elle aussi, va amener les deux en fait à tout simplement ressortir ensemble. Et ils vont commencer à aller à la chasse ensemble, sachant que la chasse est un passe-temps adoré par Marty. Ils allaient à la chasse ensemble, elle restait dans la voiture à lire un livre et lui il allait chasser. Ils allaient au casino ensemble, les deux aimaient bien le casino, se baladaient ensemble, bref, ils faisaient tout ensemble, jusqu'à même devenir inséparables. C'est ainsi que le mariage est devenu comme une évidence pour les deux. Avec des indemnisations qui revenaient à plus de 40 000 $ par an, Glenna s'occupait de tout de Marty. Marty, qui était physiquement diminué, avait besoin d'exercer son pouvoir et de le montrer. C'est comme ça qu'il imposait sa façon de vivre et sa vision des choses à Glenna. Par exemple, sa manière de s'habiller. Les sorties de Glenna étaient contrôlées par Marty. Il devait tout savoir. Quand elle sortait, ce qu'elle faisait, qui elle fréquentait, avec qui elle parlait. C'est comme ça que pour leurs proches, par exemple, ils ne formaient plus qu'un. Ses proches avaient d'ailleurs remarqué que leur humour était assez sombre. Par exemple, Marty faisait des blagues à Glenna comme quoi il allait la tuer. Les enfants qui ont vécu avec le couple pendant 5-6 ans sont partis lorsque la situation a commencé à dégénérer, selon Christina Keller. C'est ainsi qu'on vient au 12 mai 2015. Leur voisine Conorine, qui n'avait pas de nouvelles d'eux durant toute une journée, a décidé de passer chez eux. Je trouve ça vraiment très intrusif comme comportement, mais j'ai remarqué que c'est très souvent le cas dans les enquêtes criminelles. Tout le temps une voisine qui va s'inquiéter parce qu'elle n'a pas de nouvelles durant toute la journée de ses voisins. Moi j'ai mon voisin à côté qui est déménagé depuis quelques années, j'ai dû le voir 2 fois dans ma vie et je m'en bats les couilles. Mais bon, pour le coup, cette fois-ci elle avait quand même raison. Bref, elle n'a pas de nouvelles durant ces 24 heures, donc elle va toquer chez eux, elle n'a aucune réponse. On arrive au 13 mai, et après être venue plusieurs fois, elle remarque que la porte n'est pas verrouillée. Elle décide donc de rentrer dans la maison. Encore un comportement très intrusif. Et lorsqu'elle va rentrer, elle va entendre les bruits d'aboiement du chien qui se trouve dans la chambre, et c'est là qu'elle va découvrir le corps de Glenna et de Marty
allongés par terre avec des balles tirées sur eux. Par chance, ce jour-là, les pompiers n'étaient pas très loin. Elle décide donc d'aller les chercher. La police va remarquer qu'il n'y a aucune trace d'effraction. La porte n'était pas verrouillée. C'est une scène de crime assez bizarre. Il faut savoir que c'est 50 minutes après être arrivé que la police va vérifier leur pouls et vont remarquer que Glenna est toujours vivante. Une arme va être retrouvée dans le salon et c'est une arme qui appartenait au père de Marty. Les policiers vont alors commencer à enquêter sur qui aurait pu les tuer et vont découvrir que Marty et Glenna étaient dans un trafic de médicaments. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est que les médicaments que Marty recevait, Marty en prenait le strict minimum et le reste il le vendait dans un trafic de drogue, ce qui leur rapportait environ 2 à 4 000 € par mois, qui donne envie de le faire aussi, j'avoue. Ils vont commencer à chercher si ce ne serait pas un client qui aurait causé ce meurtre. Sachant qu'un conflit était déjà arrivé dans le passé, mais pas chez eux, selon Scott, son cousin. Le lendemain, les enfants de Marty vont avoir l'autorisation de rentrer dans la maison pour récupérer des affaires. Jessica, la fille de Marty et de Christina Keller, va tomber sur des lettres écrites par Glenna. Une lettre qui avouerait implicitement l'acte de Glenna. Les enfants de Marty vont être persuadés que c'est Glenna qui a tué Marty et qui s'est tué après. Honestly, she would always say it, and my dad would say it back to her. You could tell my dad was joking when he would say it back. But when she would say it so seriously. She just always creeped me out. I always told my family if anything ever happens to my dad, she's crazy. La police va commencer à enquêter sur les raisons qui pousseraient Glenna à tuer Marty et elle, et ils vont remarquer qu'ils sont en dette de plus de 5 000 $. Et la banque allait mettre la main sur leur maison. Et justement, la mise en vente de la maison allait être faite le 12 mai 2015. Le jour un peu de leur disparition. Et les factures vont montrer que Glenna aime bien jouer aux jeux d'argent. Donc ils vont se demander si ce n'est pas Glenna qui a tué Marty pour le cacher de ses dettes, sachant que Marty était très attaché à cette maison et n'aurait jamais accepté que sa maison soit revendue par la banque. Donc une supposition va être naître, comme quoi Glenna avait tellement joué qu'il s'était en dette et qu'elle avait caché la situation à Marty. Sauf qu'à un moment donné, la situation était tellement critique qu'elle a préféré le tuer et se tuer. L'autopsie va révéler que l'arme du crime est bien le revolver retrouvé dans le salon. Et alors l'hypothèse va naître, comme quoi Glenna a tué Marty, va écrire cette lettre, puis va se tuer dans le salon, va cacher l'arme du crime sous le meuble et va retourner près de Marty dans la chambre et va mourir. Sauf qu'en fait, elle ne va pas mourir, elle ne va pas céder à ses blessures. Et les preuves sont l'absence d'empreinte extérieure, la lettre de Glenna, la lettre de saisie qui est déchirée. Mais une question se pose. Est-ce que Glenna pouvait réellement, en étant blessée au cerveau, est-ce qu'elle a pu cacher l'arme et partir rejoindre Marty? Et les policiers vont également découvrir que dans leur coffre, il n'y a plus d'argent. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens le savaient, c'est qu'ils avaient des milliers de dollars dans le coffre. C'était leurs économies. Heureusement, beaucoup de personnes autour d'eux le savaient, étaient au courant qu'ils mettaient de l'argent là-bas. Et si cet argent a disparu, on peut avoir de nouveaux motifs sur ce crime. Glenna, qui à ce moment-là est toujours à l'hôpital, on ne sait pas si elle va survivre et si elle y survit, elle aura sûrement des séquelles. Les funérailles de Marty ont lieu et Glenna et ses enfants sont totalement invisibles des funérailles. La famille de Marty va être totalement fracturée et va pointer du doigt Glenna comme étant la tueuse de Marty. Mais certaines personnes vont croire en l'innocence de Glenna, comme Scott, son cousin et la personne avec qui il était sûrement le plus proche. Il va être persuadé de l'innocence de Glenna. Un mois après être sortie du coma, Glenna ne se souvient de rien. Les médecins ne vont pas tout de suite dire que Marty est mort. Glenna n'est donc pas au courant, sauf que malheureusement, suite à une bourde d'un kinésithérapeute, elle va découvrir qu'elle va être anéantie. Les relevés téléphoniques du téléphone de Glenna vont montrer que le 13 mai 2015, tôt dans la matinée, quelqu'un a consulté le site de l'arme du crime sur son téléphone. Les policiers vont donc décider d'interroger Glenna. Glenna qui va nier, par exemple la lettre qu'elle aurait soi-disant écrite que Jessica a trouvée, elle ne sait pas si elle l'a écrite ou pas. Mais elle avoue qu'elle écrit très souvent à ses enfants pour leur parler, pour leur raconter ce qui lui arrive. Elle ne se souvient pas de l'avoir écrite, mais elle ne réfute pas la possibilité que ce soit vraiment elle qui l'ait écrite. Les policiers vont être obligés de la relâcher, parce qu'ils n'ont rien contre elle. Christina Keller va avouer qu'à ce moment-là, plus le temps passait, plus elle avait peur que personne ne soit inculpé pour le meurtre de Marty, qu'il fallait que quelqu'un paye pour ce crime. Nous sommes en mai 2016, 7 mois plus tard. Une drôle de vidéo va faire le buzz dans tous les médias et va faire renaître l'affaire du meurtre de Marty.
En effet, le perroquet va commencer à crier certaines choses un mois après le crime de Marty et de Glenna. Ça commence à devenir de plus en plus clair et qui montre une dispute entre Glenna et Marty. Bud serait-il témoin du meurtre de Marty? Une question que beaucoup de monde vont se poser et les médias vont se déchaîner sur ça. Et grâce aux vidéos de Christina, parce que c'est Christina qui a récupéré le perroquet après la mort de Marty et qui l'a gardé chez elle, va filmer ces vidéos et va les partager. Ça me faisait froid dans le dos et j'ai décidé de l'enregistrer. Après l'avoir écouté plusieurs fois, j'ai finalement réussi à distinguer qu'il imitait Glenna qui disait « Hé toi, de visage pâle !» et Marty qui répétait « Non » à plusieurs reprises. Quand j'ai finalement compris ce fameux « Ne tire pas », ça m'a fait tout drôle. Vous voyez bien que le perroquet va vraiment dire des phrases quand même très choquantes et très explicites. On peut se demander si c'est pas Glenna qui l'a tué. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a eu 8 coups tirés, alors que l'arme n'a que 6 balles à l'intérieur. Ça veut dire que le tueur a dû recharger l'arme. Et aucune trace de Glenna n'a été retrouvée dans l'arme. Puis reste la question de l'argent. Quelques temps plus tard, les enfants de Christina Keller et de Marty Durham vont avouer qu'ils ont volé l'argent. Ils vont avouer que le lendemain de la découverte du corps de leur père, ils sont allés chez eux et lorsqu'ils ont découvert cette lettre, ils ont découvert aussi l'argent et que les deux frères ont décidé de prendre l'argent. Non. Je veux pas en parler. Oui, on a trouvé l'argent et on l'a gardé. Excusez-moi, comme comportement plus bizarre, il n'y a pas. Et ça, c'est quelques jours avant le procès qu'ils vont le révéler. Et la théorie du vol d'argent va plonger dans l'oubli. Le procès arrive et l'accusation va accuser Glenna d'avoir tué Marty pour lui cacher les dettes. Ils vont également faire appel à un neurochirurgien qui va attester que malgré ses blessures, elle aurait pu être tout à fait consciente, tuer son mari et se tirer une balle tout en la cachant et en allant le rejoindre dans la chambre. C'est ainsi que le 17 juin 2017, le verdict va tomber. Glenna va être condamnée à vie pour meurtre avec préméditation. Un verdict assez lourd, sachant qu'il n'y a pas de réelle preuve contre Glenna. Aujourd'hui, des avocats de Glenna ont fait appel auprès de la cour d'appel du Michigan. Pour le moment, il n'y a toujours pas de verdict à son appel. Alors là, je vais vous donner mon avis sur cette enquête parce qu'elle est un peu en bazar quand même. Il y a des informations par-ci, par-là, on ne sait pas trop quoi en penser. Glenna peut clairement être la tueuse, ça on est d'accord. Mais il y a trop de zones d'ombre, surtout du côté de Christina Keller et de ses enfants dans cette affaire. Sachant que même si Christina et ses enfants n'ont rien à voir avec le meurtre de Marty, n'étaient clairement pas objectifs dans cette affaire. Comme Scott le dit, Scott, je rappelle, qui est le cousin de Marty et comme son frère, lui pense aussi à l'innocence de Glenna et pense que tout ça est dû à leur trafic de médicaments et de drogue. Et cette piste, les policiers n'ont pas assez pris en compte, n'ont pas assez enquêté sur ça, parce qu'au début, ils ont commencé à enquêter sur ça, puis dès qu'il y a eu cette affaire contre Glenna, ils se sont rabattus sur ça et n'ont pas plus enquêté sur leur trafic. Quand même, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'une femme va se tirer sur la tête, sachant que ça aurait pu être très dangereux, qu'elle aurait pu mourir. Même si tu fais ça, c'est quand même un très gros risque. Elle va cacher l'arme et va rejoindre son mari dans la chambre. Tout ça en étant blessée à la tête. Je trouve ça quand même très dur à croire, personnellement. Puis même les enfants, le lendemain que ton père soit mort, tu trouves de l'argent dans son coffre et tu décides de le voler. À quel moment de ta vie tu fais ça? Sachant que l'argent allait naturellement leur revenir. Et il y a trop de zones d'ombre. Et prenons l'exemple du perroquet. Très bizarre quand même qu'un mois après je suis vraiment pas spécialiste des perroquets, donc peut-être c'est vrai, mais qu'un mois après avoir entendu cette embrouille, il arrive à dire ces mots. Durant des mois, il va les dire, comme si durant un mois, il va entendre rien d'autre. Puis bien évidemment, ça n'a pas été une preuve utilisée dans le procès, parce que voilà, c'est pas une preuve, mais ça a permis d'influencer l'opinion publique quand même. Bref, je suis totalement dubitatif sur l'innocence ou la culpabilité de Glenna Johnson. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à commenter de votre avis sur la culpabilité ou l'innocence de Glenna Johnson. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à suivre et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.